Il y a des secrets qui ne se crient pas, des secrets que l'on murmure dans les longs couloirs sombres des anciennes demeures. Ils se cachent derrière des portraits de famille, où tout le monde sourit. Mais les yeux ne mentent jamais. À San Luis Potosí, la terre est rouge, et parfois, le sang et la terre se confondent. Surtout lorsque le pouvoir trace les lignes de la famille, et que l'argent achète le silence. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un monstre qui rôde dans l'obscurité. Nous allons parler d'un monstre qui s'assoit à table, qui vous sourit lors des mariages, qui signe les chèques et construit des hôpitaux. Un monstre vêtu de respectabilité. Je m'appelle Matteo Del Val et vous écoutez Realidad Prohibida, pause dramatique. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une plaie ouverte au cœur du Mexique. Une blessure que le système refuse de voir, qu'il préfère recouvrir d'un pansement bureaucratique. Une histoire d'amour forcé, de loyauté brisée et d'un silence plus lourd qu'une pierre tombale. Si vous avez le courage de regarder là où les autres détournent les yeux, si vous pensez que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit être dite, alors abonnez-vous. Rejoignez cette communauté. Car ici, nous ne fermons pas les yeux. Ici, nous affrontons la réalité. Même si cela nous brûle de l'intérieur. Une musique d'ambiance, subtile et mélancolique, commence à jouer en fond sonore. Tout a commencé avec une photo. Une de ces photos mondaines qui apparaissent dans les magazines locaux. La famille Del Moral célébrait quelque chose. Elle avait toujours quelque chose à célébrer. Le pouvoir a besoin de célébrer constamment sa propre existence, pour rappeler aux autres qu'il est au sommet, et que vous êtes en bas. Sur la photo, Ricardo Del Moral, l'héritier, l'homme d'affaires, l'homme de l'année. À ses côtés, son épouse, Elsa. Belle, impeccable et vide. Ses yeux étaient deux puits sans fond. Un sourire peint sur une toile d'une tristesse infinie. C'est une femme qui a vu cette photo. Appelons-la Sofia, une cousine éloignée de la famille, une de ces branches oubliées que l'on n'invite qu'aux événements importants. Pour sauver les apparences. Sofia n'était pas comme les autres. Elle se souvenait. Elle se souvenait d'Elsa quand elle était enfant. Elle se souvenait de son rire. Un rire qui n'existait plus. Sofia se souvenait d'un autre mariage. Un mariage antérieur. Un mariage que tout le monde semblait avoir oublié. Un mariage où Elsa souriait aussi. Mais aux côtés d'un autre homme. Manuel Del Moral. Le frère cadet de Ricardo. L'artiste. Le sensible. Celui qui a disparu. Sofia ressentit un frisson dans la salle de réception. Ce n'était pas à cause de la climatisation. C'était le froid qui émanait de ce mensonge parfaitement construit. Elle commença à poser des questions. Avec subtilité. Et Manuel ? Comment va Manuel ? Les réponses formaient un mur d'esquive. Il est en voyage. Il se remet dans une clinique en Europe. Il avait besoin de calme. Tu sais comment sont les artistes. Des phrases toutes faites, mémorisées, répétées jusqu'à ce qu'elles sonnent vraies. Mais la vérité a une odeur particulière, tout comme le mensonge. Sofia se mit à chercher. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait. Mais son instinct lui disait que quelque chose clochait, profondément pourri. Elle consulta d'anciennes archives, des hémérothèques poussiéreuses. Il a parlé à d'anciens employés du domaine Del Moral, des gens licenciés, des gens rancuniers, des gens qui ne devaient plus allégeance à personne. Un jardinier âgé lui a donné la première pièce. Mademoiselle Elsa ne voulait pas épouser Don Ricardo. Elle aimait le jeune Manuel. Elle a pleuré pendant des semaines avant le premier mariage. Et après le deuxième, elle a cessé de pleurer. Elle a tout arrêté. Elle a cessé d'exister.
Sofia ressentit un pincement dans la poitrine. Ce n'était pas de la peine, c'était de la rage. Une rage froide et acérée. Elle continua à tirer sur le fil. Le fil la conduisit dans un petit village de la Huasteca Potosina. Un village où le nom d'El Moral ne signifiait rien, où les gens parlaient encore. Elle trouva le prêtre qui avait célébré le premier mariage. Un vieil homme aux mains tremblantes et aux yeux remplis de culpabilité. Ce fut un mariage étrange, avoua le prêtre à Sofia. Le père du marié, le vieux Don Ramiro, semblait être le véritable contractant. Il n'arrêtait pas de donner des ordres à son fils Manuel. Et elle, la pauvre Elsa, il la tenait par le bras comme si elle était une pouliche sur le point de s'emballer. Le prêtre fit le signe de croix. Je n'ai jamais vu une mariée aussi triste. Sofia lui demande des nouvelles du deuxième mariage, celui d'Elsa et Ricardo. Le prêtre baissa les yeux. Je n'en sais rien. J'ai été muté d'une paroisse à l'autre une semaine après le premier. Un ordre direct de l'évêché. Un ordre qui venait de très haut. Le pouvoir ne fait pas seulement bouger l'argent. Il fait bouger les âmes. Il les déplace. Il les réduit au silence. Le puzzle commençait à prendre une forme monstrueuse. Sofia avait besoin de la dernière pièce. La preuve irréfutable. Elle la trouva au registre civil d'une commune voisine. Un bâtiment gris, anonyme. Un lieu où les vies deviennent des numéros de dossier. Elle a versé un petit pot de vin à un fonctionnaire dont la chemise était tachée de café. L'homme a tapé sans enthousiasme sur un ordinateur des années 90. Et voilà. Sur l'écran clignotant, l'horreur numérisée, acte de mariage numéro 734. Date, 12 juin 2012. Époux, Manuel Del Moral et Elsa Cárdenas Del Moral. Sa cousine Germaine. Elsa avait épousé son cousin. Un secret de polichinelle dans ces milieux. Une façon de garder la fortune dans la famille. Mais ce n'était pas le pire. Sofia demanda au fonctionnaire de chercher à nouveau. Ricardo Del Moral. L'homme soupira, tapa à nouveau sur son clavier. L'écran s'actualisa. Acte de mariage numéro 851. Date, 22 août 2015. Époux, Ricardo Del Moral et Elsa Cárdenas Del Moral. La même femme, 2 frères, mariés à leur cousine, avec 3 ans d'écart. Sofia regarda l'écran. Les lettres vertes flottaient dans l'obscurité. Elle sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. L'air devint épais, irrespirable. Elle dut s'appuyer sur le comptoir pour ne pas tomber. Le fonctionnaire la regarda sans intérêt. « Vous voulez une copie certifiée conforme ?» Sa voix était monotone, indifférente. Pour lui, ce n'était qu'un simple document. Une autre formalité administrative. Pour Sofia, c'était la preuve d'une âme kidnappée. Elle paya les photocopies. Elle sortit du bâtiment. La lumière du soleil l'aveugla. Le bruit de la rue lui martelait la tête. Elle s'assit sur un banc dans le parc. Les feuilles de papier tremblaient entre ses mains. Ce n'était pas le vent, c'était ses mains. Tout son corps tremblait. Ce n'était pas seulement l'inceste, ce n'était pas seulement la bigamie. C'était la question qui hurlait dans son esprit. Où est Manuel? Qu'ont-ils fait à son premier mari? La vérité était une bête à 1000 têtes, et chacune était plus terrifiante que la précédente. L'histoire des Del Moral était celle d'une dynastie bâtie sur du sable et des secrets. Don Ramiro, le patriarche, était un self-made man. Un homme qui était parti de rien et avait amassé une fortune incalculable. Il avait 2 fils, Ricardo et Manuel, et une obsession, l'héritage, le sang, la pureté de la lignée. Sa sœur cadette avait eu une fille, Elsa. Depuis la naissance d'Elsa,
Don Ramiro la considérait comme un pion sur son échiquier. Le pion qui garantirait que la fortune des Del Moral ne serait jamais divisée, que le sang des Del Moral ne se mélangerait jamais. Elsa, Ricardo et Manuel grandirent ensemble dans l'immense hacienda. Un paradis isolé, une cage dorée. Ricardo était le portrait craché de son père. Ambitieux, froid, calculateur. Manuel était différent. Rêveur, sensible, doté d'un talent inné pour la musique et la peinture. Et Elsa était entre les deux. Elle aimait ses deux cousins. Mais elle aimait Manuel. Son amour était un secret de polichinelle entre les murs de la propriété. Un amour que Don Ramiro tolérait. Parce que cela lui convenait. « Tu épouseras un Del Moral », dit-il à Elsa lorsqu'elle eut 15 ans. Il ne lui dit pas lequel. Il lui fit comprendre que le choix lui appartenait. Une illusion de liberté. Le plus cruel des pièges. Elsa et Manuel vécurent leur amour avec l'innocence de ceux qui ne connaissent pas le mal. Le moment venu, Manuel lui demanda sa main. Et Don Ramiro accepta. Le mariage fut célébré. Mais le plan du patriarche était bien plus sombre. Manuel n'avait pas l'étoffe d'un dirigeant d'empire. Il était faible, artistique, un obstacle pour les affaires. Ricardo était l'héritier. Elsa devait être l'épouse de l'héritier, la mère des futurs Del Moral. 2 ans après le mariage, le piège s'est refermé. Une nuit, Manuel a eu une crise. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé dans cette chambre. S'il s'agissait de drogue, s'il s'agissait d'un passage à tabac, s'il s'agissait de torture psychologique. Les employés n'ont entendu que des cris. Puis, un silence de mort. Le lendemain matin, une ambulance privée a emmené Manuel. Dans une clinique en Suisse, selon la version officielle. Pauvre Manuel. Son esprit fragile n'a pas tenu le coup. Elsa est devenue veuve de son vivant, prisonnière dans sa propre maison. Don Ramiro et Ricardo commencèrent leur travail de démolition, jour après jour. Ils lui ont lavé le cerveau. Ils l'ont isolé. Ils l'ont convaincu que Manuel ne reviendrait jamais, que son devoir était envers la famille, de protéger le nom de la famille, à l'héritage. « Ricardo prendra soin de toi », lui disait-il. « C'est ton destin. C'est ce que Manuel aurait voulu. » Une année de harcèlement psychologique. Jusqu'à ce qu'elle craque. Elle accepta d'épouser Ricardo. Le deuxième mariage fut un spectacle de puissance. Toute l'élite de San Luis Potosí était présente. Ils applaudirent le couple heureux. Personne ne posa de questions sur le premier mari. Personne n'osa le faire. L'argent et la peur sont les silencieux les plus efficaces. Elsa est devenue Madame Del Moral pour la 2e fois. L'épouse trophée. L'incubatrice de la prochaine génération. Son âme fut archivée avec l'acte de son premier mariage. Et tout aurait continué ainsi, dans un silence parfait, jusqu'à ce que Sofia voie cette photo et décida qu'elle ne pouvait pas être complice. Longue pause. La musique devient plus tendue. Avec les actes de mariage dans son sac, Sofia a commencé sa descente aux enfers. L'enfer de la bureaucratie mexicaine. Sa première étape fut le bureau du procureur général de l'État. Elle demanda à parler au procureur. Une secrétaire au visage peu aimable la fit attendre 3 heures. Finalement, elle fut reçue par un substitut du procureur. Un homme vêtu d'un costume coûteux et au regard blasé. Sofia a exposé le cas. Elle a montré les copies des procès-verbaux. Elle parla de Manuel, de la disparition, du mariage forcé. Le procureur adjoint l'écouta sans changer d'expression. Il feuilleta les papiers du bout des doigts, comme s'ils étaient contaminés.
Finalement, il s'est adossé à son fauteuil en cuir. « Mademoiselle, quel est votre nom de famille déjà ?»« Mon nom n'a pas d'importance, » dit Sophia. « Ce qui importe, c'est ceci. » « Écoutez, » dit l'homme en joignant les mains sur son bureau. « Vous me parlez de la famille Del Moral, l'une des familles les plus respectées de notre État. Vous me parlez d'un crime. Vous me montrez 2 actes. L'un concerne un mariage qui, d'après ce que j'ai compris, a été légalement annulé pour cause d'incapacité mentale du conjoint. L'autre concerne un mariage parfaitement légal. Emmanuel ? Où est Manuel ? Le procureur adjoint sourit. Un sourire vide, corporatif. Si vous voulez signaler la disparition d'une personne, vous vous êtes trompé d'endroit. Il y a un autre guichet pour cela, un autre service. Remplissez le formulaire 2B pour les personnes non localisées. La procédure peut prendre du temps. Il se leva. C'était un signe. L'audience était terminée. Je vous suggère de ne pas perdre votre temps et de ne pas nous faire perdre le nôtre. Sophia resta assise un instant. Elle sentit le froid du marbre du sol remonter le long de ses jambes. Le système n'était pas conçu pour rechercher la justice. Il était conçu pour se protéger lui-même, pour protéger les siens. L'horreur n'était pas enquêtée. Elle était classée. Elle était classée dans des dossiers avec un numéro de référence. Il sortit du bureau. Le couloir semblait interminable. Chaque porte fermée était un cri de silence. Il n'abandonna pas. Il se rendit à la Commission nationale des droits de l'homme. Un bâtiment plus modeste. Avec des gens qui, au moins, semblaient l'écouter. Une jeune avocate s'est intéressée à son cas. Elle a lu les documents. Elle a posé des questions. Pendant un instant, Sophia a ressenti une lueur d'espoir. L'avocate passe quelques coups de fil. Son visage s'est transformé. L'empathie a fait place à la prudence. Et la prudence à la peur. « Écoutez, madame, » lui dit-elle finalement en baissant la voix. « Nous comprenons la gravité de ce que vous dénoncez. C'est monstrueux. Mais, il y a toujours un mais. Mais sans le témoignage direct de la victime, Madame Elsa, nous avons les mains liées. Nous ne pouvons pas engager de procédure sur la base d'une plainte déposée par un tiers dans une affaire aussi délicate. Elle est prisonnière. Elle ne peut pas parler. Je sais, ou je l'imagine. Mais la loi est claire. Nous avons besoin qu'elle confirme la plainte. Pensez-vous pouvoir la convaincre ? Sophia pensa aux yeux vides d'Elsa. À la cage dorée, au mur de peur et de pouvoir qui l'entourait. La convaincre était impossible. C'était comme demander à un otage de négocier sa propre libération devant ses ravisseurs. L'avocate lui donna une tape sur l'épaule. Un geste inutile. « Je suis vraiment désolé. Vraiment. » Sophia ressortit dans la rue. L'espoir était une drogue dangereuse. Et le sevrage faisait mal. Elle sentait le poids de l'indifférence du monde peser sur ses épaules. Ce n'était pas seulement la famille Del Moral. C'était le système. Un système complice. Un système qui se nourrissait du silence des victimes. Il a essayé avec la presse. Il a contacté un journaliste d'investigation d'un quotidien national. Un homme célèbre pour son courage. Il lui envoya les informations de manière anonyme. Le journaliste lui a répondu. Il était intéressé. Il a commencé à mener sa propre enquête. Une semaine plus tard, Sophia a reçu un autre message. « Je suis désolé. Je ne peux pas publier cela. Mon rédacteur en chef a rejeté l'article. Il y a trop d'intérêt en jeu. Des annonceurs, des connexions politiques. On m'a dit que si je publiais l'article, je serais licencié. » La vérité avait un prix. Et personne n'était prêt à le payer. Chaque porte qui se fermait était un clou de plus dans le cercueil de Manuel et celui d'Elsa.
Sofia se sentait seule, terriblement seule. Elle luttait contre un géant invisible, un monstre avec des tentacules dans chaque bureau du gouvernement, dans chaque salle de rédaction, dans chaque tribunal. Un soir, elle reçut un appel. Numéro inconnu. Une voix déformée. Arrête de chercher ce qui n'a pas été perdu. La curiosité a tué le chat. Nous savons qui tu es. Nous savons où tu habites. Clic. Le téléphone resta muet dans sa main. Mais le message était clair. La peur lui parcourut le dos. Une peur physique, animale. Il regarda par la fenêtre. La rue semblait être la même que d'habitude. Mais elle était désormais pleine d'ombre. Dieu qui la surveillait. Elle songea à abandonner, à tout oublier, de retourner à sa vie anonyme. Personne ne le lui reprocherait. Il avait fait plus que quiconque. Mais alors, il se souvint du visage d'Elsa sur la photo. Cette tristesse infinie. Et il sut qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Abandonner, c'était les laisser gagner. C'était valider leur monde de mensonges. C'était condamner Elsa à une mort vivante. La musique devient réfléchie, mélancolique. La justice ne se fait pas toujours dans un tribunal. Parfois, la seule justice possible est la vérité. La mettre en lumière, la crier, même si personne ne semble écouter. Sofia n'a pas pu libérer Elsa de sa cage physique. Le pouvoir des Del Moral était trop grand, le système trop corrompu. Mais elle a fait autre chose. Elle a divulgué l'histoire, de manière anonyme, à de petits blogs, à des forums internet, à des chaînes YouTube comme celle-ci, des endroits où l'argent des annonceurs ne peut acheter le silence. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Dans les chuchotements numériques, dans des messages partagés. Elle n'a pas fait la une des journaux, mais elle s'est ancrée dans la conscience collective. La famille Del Moral n'a jamais été officiellement accusée de quoi que ce soit. Elle continue d'organiser des fêtes. Elle continue d'apparaître dans les magazines People. Mais quelque chose a changé. Désormais, quand les gens les regardent, ils ne voient plus seulement le pouvoir et la richesse. Ils voient l'ombre du secret, la tache qui ne peut être effacée. Lors de sa dernière apparition publique, Ricardo Del Moral marchait aux côtés d'Elsa. Elle tenait par la main un petit garçon, son fils, l'héritier. Elsa souriait aux caméras, le même sourire figé. Mais pendant un instant, son regard croisa celui d'un photographe. Et dans ses yeux, pendant une fraction de seconde, il n'y eut pas de vide. Il y eut une étincelle, une gratitude silencieuse. Quelqu'un, quelque part, connaissait sa vérité. Et cela, parfois, est la seule forme de liberté qui reste à un prisonnier. Nous ne savons pas ce qu'est devenu Manuel. Son nom figure probablement sur une tombe anonyme dans un endroit reculé. Ou peut-être est-il encore en vie, sous sédatif, dans une chambre blanche d'une clinique de luxe. Son existence effacée par un système qui accorde plus d'importance à un nom de famille qu'à une vie. Cette histoire n'a pas de fin heureuse, car la réalité en a rarement. Mais elle nous laisse une question. Combien de familles comme les Del Moral existent-ils? Combien de secrets se cachent derrière les façades de la respectabilité? Et combien de fois avons-nous détourné le regard par commodité ou par peur? Le mal n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est le silence d'une pièce, le murmure d'un fonctionnaire, le clic d'une porte qui se ferme, et notre propre indifférence. Je suis Matteo Del Valle, et rendez-vous dans le prochain épisode de Realidad Prohibida.